Petite reprise sur le cours précédent, à savoir le cours d'Alain sur la question d'un devoir d'être heureux. Alors, je vais aller relativement vite. Alain, dans ses propos sur le bonheur en 1923, va défendre la thèse selon laquelle on peut faire du bonheur un devoir moral. Pourquoi? Quel est l'argument qu'utilise Alain? En étant heureux, on rend son entourage heureux. Autrement dit, le bonheur est, comme le malheur, contagieux, et en étant soi-même heureux, on contribue au bonheur des autres. Il y a trop de bruit. Lucas, il y a trop de bruit. En allant plus loin que cette thèse, on s'était rendu compte que le propos d'Alain était lié à ce qu'on pourrait appeler une éthique de la vertu, c'est-à-dire qu'Alain considère que la question du bonheur doit être reliée à la question du caractère vertueux ou non de l'individu qui agit. Et j'avais fait un parallèle entre l'analyse qu'Alain propose de la question du bonheur et celle qu'Aristote propose dans le livre 1 de l'éthique à Nicomaque. Okay. J'avais fini par dire que l'argument d'Alain était un argument d'inspiration utilitariste. Et quelle définition avais-je donnée de l'utilitarisme? L'utilitarisme, c'est une doctrine philosophique, morale et politique qui consiste à dire que la moralité d'une action réside non pas dans l'intention de l'acte, mais dans son effet, dans sa conséquence. Oui. C'est totalement l'inverse de ce que pense Kant. Okay. Alors, j'aurais pu d'ailleurs utiliser, j'aurais pu vous faire lire Mill dans le cadre du cours sur le devoir et sur la morale, mais j'ai préféré délayer, et là on va voir en fait une grosse partie de la doctrine morale de Kant, de Mill, pardon, dans le cadre du cours sur le bonheur. Alors, grand 4, je ne sais pas si on avait noté le titre du grand 4. Grand 4, le bonheur et la satisfaction. Quelle valeur attribuer au bien-être? Donc, on va lire directement le texte et j'en ferai une analyse par la suite, une analyse qui va nous conduire à un exposé plus général sur la doctrine utilitariste. Peu de créatures humaines, tout le monde lit le texte avec moi. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisirs de bêtes. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leur lot respectif, plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Ils ne voudraient pas échanger ce qu'ils possèdent de plus qu'eux contre la satisfaction la plus complète de tous les désirs qui leur sont communs. S'ils s'imaginent qu'ils le voudraient, c'est seulement dans des cas d'infortune si extrême que, pour y échapper, ils échangeraient leur sort pour presque n'importe quel autre, si indésirable qu'il fût à leurs propres yeux. Un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur. Mais, en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur. Croire qu'en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur n'est pas plus heureux que l'être inférieur,
c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances, il ne devrait pas y avoir de virgule, a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites. Tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Il vaut mieux être Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. Alors, dans ce texte, Mill va défendre la thèse que le bonheur doit être distingué de la satisfaction. Au fond, c'est la thèse centrale de ce texte. Il faut défendre la distinction entre le bonheur et la satisfaction. Et la question qu'on doit se poser, évidemment, c'est sur quels critères se fonde cette distinction. Qu'est-ce qui permet de distinguer, qu'est-ce qui rend possible la distinction entre bonheur et satisfaction? On comprend le critère de cette distinction en s'intéressant aux exemples que prend Mill. Mill va opposer un homme intelligent à un imbécile, un homme instruit à un ignorant, un homme vertueux, on va dire, à un être égoïste et vil, etc., etc. Et que va nous dire Mill? Mill va nous dire il est tout à fait possible que l'imbécile, l'ignorant, le gredin, j'aime bien ce mot, etc., etc., que l'imbécile, l'ignorant et le gredin soient plus satisfaits de leur sort que l'intelligent, l'instruit et l'homme honnête, l'être humain, l'individu honnête. Ok. Ils peuvent être plus satisfaits. Pourquoi le peuvent-ils? Pour deux raisons. Oui, de leur sort, de leur situation. Pourquoi des êtres inférieurs peuvent-ils être davantage satisfaits de leur sort que des êtres supérieurs? Eh bien, pour la raison suivante, la satisfaction porte sur une quantité de plaisir. La satisfaction c'est le sentiment que j'éprouve lorsqu'une quantité suffisante de plaisir m'est attribuée. Pour prendre une métaphore qui sera parlante, je suis satisfait lorsque j'ai suffisamment mangé.
Or, un être inférieur aura de ce point de vue-là moins de besoin qu'un être supérieur. En termes de quantité, il est plus facile de satisfaire un ver de terre qu'un Gérard Depardieu, par exemple. Ou il sera plus facile de remplir un dé à coudre qu'une outre. Pardon, Gérard. Évidemment. Mais il y a un autre point qui est décisif, oui. La comparaison, c'est que, en fait, euh, est-ce que vous me permettez de citer un dessin animé, de Disney pour une fois? Balou. Et sa célèbre chanson, Il en faut peu pour être heureux. Mais c'est une chanson d'une immense tristesse. C'est une chanson d'une immense tristesse. Parce qu'elle elle rabaisse Mowgli vers sa condition animale. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un ours, pour une panthère, il en faut peu pour être heureux, c'est-à-dire que un animal est plus facilement satisfait qu'un être humain. Il lui en faut moins pour être, non pas heureux, dirait Mill, mais pour être simplement satisfait. Et imaginez donc, d'un point de vue strictement quantitatif, que un ours, ça soit un dé à coudre, et un être humain, ça soit une jarre. Eh bien, il faudra moins d'eau pour remplir un dé à coudre que pour remplir une jarre. Et c'est exactement ce que dit Mill, d'un point de vue strictement quantitatif, en fait. Euh, Moins on est intelligent, moins on est cultivé, moins on est honnête, plus on sera facilement satisfait de sa situation. C'est un strict problème quantitatif. Mais, justement, Mill n'en reste pas là. Mill n'en reste pas là. Parce que le bonheur, ce qui va distinguer plutôt le bonheur de la satisfaction, le critère qui va permettre de distinguer le bonheur de la satisfaction, ce n'est pas la quantité de plaisir, c'est la qualité. C'est sa qualité. Or, qui est le juge de cette qualité du plaisir? Et qui doit être ce juge? Oui. Oui, mais qui êtes-vous ici en l'occurrence? Est-ce que est-ce qu'il, pour savoir ce que c'est qu'un plaisir de qualité, on doit s'en remettre aux imbéciles, aux ignorants et aux fripons, aux gredins, ou est-ce qu'il faut s'en remettre aux gens intelligents, instruits et honnêtes, pour savoir ce que c'est qu'un plaisir de qualité? Eh bien non, c'est pas propre à chacun. Eh bien non, ce n'est pas propre à chacun pour Mill. Autrement dit, ce que va dire Mill, c'est que le bonheur que nous sommes capables d'atteindre, dépend de nos facultés. De nos facultés, mais aussi de nos vertus et des talents que nous avons développés. Oui, Elina? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que pour viser un plaisir de qualité, euh, il faut en avoir les moyens. Il faut en avoir les facultés. Donc, la thèse que va défendre Mill ici, c'est que un être
dont les facultés sont supérieures aura beaucoup plus de mal à être satisfait. Il aura beaucoup plus de mal à être satisfait parce qu'il lui faudra effectivement des plaisirs autrement plus élevés pour le satisfaire que ce qui conviendrait à un être inférieur. Okay. Mais il pourra viser un bonheur bien plus élevé. Il pourra viser un bonheur bien plus élevé. Une forme de bonheur bien plus élevée. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Oui. Oui, d'une certaine manière. J'y viendrai tout de suite parce que ça va évidemment poser un problème politique. Ça va poser un problème politique, la thèse de Mill. Il vaut mieux donc être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être, c'est la même version de l'argument, enfin c'est une version différente du même argument. Il vaut mieux être un imbécile, il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Pourquoi? Alors, on pourrait objecter à Mill, c'est une objection qu'il s'adresse à lui-même, on pourrait objecter à Mill que dans des moments de désespoir, dans des grands moments de désespoir, on pourrait préférer la satisfaction du porc à l'insatisfaction de nos existences. Dans des grands moments de désespoir, effectivement. On se dit, tiens, la vie d'un chat quand même. Ça pionce 20 heures par jour, ça a des croquettes à volonté. Mais que demande le peuple? Bah un peu plus justement. Un peu plus que cela. Et surtout, pourquoi Mill pense-t-il qu'il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait? Parce que seul, et c'est ça qui va être décisif pour la suite, seul l'être supérieur peut faire la comparaison, seul l'être supérieur peut faire la comparaison entre sa condition et celle d'un être inférieur. Par exemple, un porc. Seul l'être supérieur peut faire la comparaison entre sa situation et celle d'un être inférieur. Et pourquoi le peut-il? Eh bien parce qu'un être supérieur peut avoir des plaisirs animaux, mais un animal ne peut pas avoir de plaisir proprement humain. Autrement dit, pourquoi il vaut mieux être un porc pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être un homme qu'un porc? Parce que seul l'homme peut se dire ah si seulement j'étais un porc, alors que le porc ne pourra jamais se dire ah si seulement j'étais un homme. On peut très bien se représenter ce que c'est qu'un plaisir inférieur lorsqu'on est un être supérieur. On ne peut pas se représenter ce que c'est qu'un plaisir supérieur lorsqu'on est un être inférieur. Pour faire la comparaison, il faut connaître, nous dit Mill, les deux côtés. Il faut connaître les deux côtés. Or, l'être supérieur connaît les deux côtés, l'être inférieur ne les connaît pas. Ouais. Oui, mais on peut être à peu près certain, effectivement, que un, porc n'est pas sensible, comme peut l'être un être humain, à la musique de Mozart.
Non, non, mais sensible, mais justement, en fait, être détendu par une musique, ça c'est à la portée de n'importe quel, pour le coup, n'importe quel bête ou de n'importe quel imbécile. Être ému par la musique, c'est autre chose. C'est autre chose. Être capable de prendre du plaisir devant un tableau de Fragonard, par exemple, ça, aucune vache au monde, enfin, je suis prêt à la rencontrer si vous voulez, et à lui serrer la patte si jamais elle existe. Aucune vache au monde n'en est capable, à ma connaissance. Euh, lorsque, et d'ailleurs, hein, effectivement, c'est un texte qu'on pourra voir de Claude Lévi-Strauss, lorsqu'on cherche à prêter des comportements culturels aux animaux, on est assez vite déçu. Lorsqu'on cherche à apprendre à un chimpanzé qui s'appelait, je crois qu'il est mort dans les années 2000, qui s'appelait Nim Chimpsky, le langage des signes, on se rend compte qu'on est assez loin du reboot de la planète des singes, c'est-à-dire que c'est moi manger banane, moi Guili, moi pomme, moi câlin, moi. Et en fait, ça tourne autour de ça. C'est-à-dire que ça tourne autour de moi, câlin, banane, pomme, Guili. Sans syntaxe. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, au-delà des centres d'intérêt communs à tous les chimpanzés, le langage ne sert pas effectivement à atteindre des plaisirs de qualité supérieure. Ça reste assez borné par l'instinct et les chatouilles. Euh, donc voilà, mais en fait, c'est parce qu'il vaut mieux être un chimpanzé satisfait, dans le cas du chimpanzé, qu'un homme raté. On ne fera pas d'un chimpanzé un être humain. Alors, oui, le porc, ici, c'est le cochon. Enfin, c'est un exemple, si vous voulez. Alors, oui, c'est assez intéressant. C'est un exemple qui, à mon avis, je ne sais pas ce que Mill avait exactement derrière la tête, mais il y a un exemple célèbre dans la littérature où des hommes sont transformés en cochons. C'est exactement, ce sont les compagnons d'Ulysse qui sont transformés par la sorcière Circé en cochons. Et ça serait ça, en fait, l'arrière-plan littéraire de ce texte de Mill, dans l'Odyssée, lorsque Ulysse et ses compagnons, qui sont déjà quand même décimés quand ils arrivent sur l'île de Circé, lorsqu'Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île de Circé, Circé va transformer les compagnons d'Ulysse en porcs. Et en fait, ce que veut dire Mill ici, c'est que malgré toute l'infortune des compagnons d'Ulysse, ils préféreraient encore être des hommes plutôt que des porcs. Ça, c'est certain. Okay. Donc même la condition humaine la moins fortunée, la plus malheureuse, est préférable à la transformation en animal inférieur. Alors, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur ce texte, notamment le rapport entre l'utilitarisme et la philosophie animaliste qui va se développer à partir des années 70 dans le monde anglo-saxon, hein, la philosophie du droit animal. Mais à la limite, je préfère réserver ça pour un autre moment. Ce que je voudrais faire, c'est à partir de ce texte, montrer les problèmes que pose l'utilitarisme sur le plan politique. Alors, vous avez compris que ce texte repose en grande partie sur une hiérarchie entre des êtres supérieurs et des êtres inférieurs,
hiérarchie qui est fondée elle-même sur celle des facultés. Autrement dit, il y a des êtres plus ou moins sensibles, plus ou moins intelligents, plus ou moins instruits, plus ou moins vertueux. Et la question est de savoir ce que ce type de raisonnement produit dans la philosophie morale et politique de l'utilitarisme. Alors, premier problème qui est d'ordre politique. Mill va affirmer que le critère qui permet de déterminer si une action est morale ou non, c'est de savoir si elle ajoute ou au contraire si elle soustrait à la plus grande somme de bonheur possible. Pour le dire encore autrement, lorsque j'agis, pour savoir si j'agis moralement, je dois me demander si mon action contribue ou au contraire nuit au bonheur de tous les êtres sensibles, de tous les êtres vivants, et si je vise la plus grande somme de bonheur possible par mon action. Okay. Qu'est-ce que Mill, pardon, justement. Il y a un affrontement ici entre Mill et Kant, même si Mill va tout faire pour se rapprocher de Kant. Que va faire qu'est-ce que Mill, pardon, entend par bonheur? Il entend la plus grande somme de plaisir, le maximum de plaisir et le minimum de souffrance. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour Mill? Donc c'est le maximum de plaisir et le minimum de souffrance. Ok. Quel serait le problème du point de vue de Mill de l'expression la plus grande somme de bonheur possible? D'un point de vue strictement doctrinal, après tout ce que je vous ai dit, quel serait le problème de l'expression la plus grande somme de bonheur possible du point de vue de Mill, du point de vue de l'utilitarisme de Mill? Oui. Alors, oui, il y a ce problème-là, mais ce n'est pas le problème immédiat. Vous avez brûlé une étape. Qui dit somme dit plusieurs bonheurs? Non. Dit bonheur qu'on peut. Oui. Ouais, non, c'est pas vraiment ça l'enjeu. Ouais. Oui, donc ça veut dire que le bonheur est quantifiable. Le premier problème qui se pose à l'utilitarisme, et en fait, Mélissa a donné la solution à ce problème sans vraiment le poser. Le premier problème qui se pose à l'utilitarisme, c'est l'idée de somme de bonheur. Pourquoi? Parce que Mill affirme, que le bonheur ne correspond pas à une quantité de plaisir, mais à une qualité. Comment est-ce que Mill va résoudre ce problème? Il va le résoudre en disant, et c'est ce que disait Mélissa, c'est que il revient à l'être supérieur
il revient à l'être supérieur de servir d'arbitre pour déterminer ce qui permet de comparer la qualité et la quantité. Je vais vous donner un exemple. Prenons un homard. J'adore le homard. Mais ma compagne ne veut pas que je les zigouille. Parce qu'elle trouve que voilà, c'est cruel. Ça n'empêche pas de manger de la viande de temps en temps, mais le homard, si vous voulez, il faut le faire soi-même. Ce qui me dérange absolument pas, parce que je suis utilitariste millien, c'est-à-dire que je vais considérer que quelle est la sensibilité d'un homard, est-ce que la quantité de plaisir que constitue son existence, enfin, que peut viser son existence, peut être rapportée au plaisir démentiel que moi je vais ressentir en le bouffant avec un petit bouquet, voilà, un petit bouquet garni, pas mal de beurre, du riz. Mmh. Autrement dit, que vaut la quantité de plaisir que peut ressentir un homard par rapport à la qualité de mon plaisir? Oui, d'accord, mais si on applique cet argument à autre chose que des homards, par exemple à des imbéciles, par exemple à des gens incultes, on se rend compte on a affaire à une politique qui va être fortement élitiste. Autrement dit, si le maître étalon qui permet de comparer la quantité de plaisir de certains à la qualité de plaisir d'autres, ce sont précisément les êtres supérieurs dotés de facultés supérieures. Le risque que l'on court, c'est évidemment celui de la partialité du jugement moral des êtres supérieurs, qui vont considérer effectivement, toi tu es un homard, moi je suis un Antoine Dumont, et j'ai le droit de te manger. Transformons cet argument, enfin cet exemple en moi je suis un individu riche, cultivé, en bonne santé, toi tu es un pauvre inculte et en mauvaise santé. Ta quantité de plaisir par rapport à la qualité du mien, eh bien je m'assois dessus. Ce qui compte, c'est la plus grande somme de bonheur possible. Et si ça veut dire mon bonheur à moi, qui est d'une immense qualité, par rapport à ton plaisir à toi, qui est simplement quantitatif, eh bien c'est mon plaisir qualitatif, c'est mon bonheur qualitatif qui va primer. Oui. La partialité. Il n'y a pas d'impartialité là, justement. Donc vous voyez le problème. Le problème, c'est que l'utilitarisme de Mill, alors j'en dis juste quelques mots sur l'animalisme, qui va consister quand même à dire que l'action morale concerne aussi les animaux. C'est-à-dire que je dois agir moralement à l'égard de tout être capable de plaisir et de souffrance, donc l'écrasante majorité des êtres vivants, y compris les végétaux, paraît-il, semble-t-il en tout cas. Mais en même temps, un utilitariste conséquent sera élitiste.
Alors on peut juger que ça pose aucun problème moral ni même politique, mais on peut aussi juger le contraire. Et là où Kant est véritablement universaliste, on se rend compte que l'utilitarisme ne permet pas d'atteindre l'universalité du jugement moral tel que Kant le posait. L'autre problème qui va se poser à l'utilitarisme, c'est précisément celui, et c'est toujours lié à l'idée de la plus grande somme de bonheur possible. L'autre problème qui se pose à l'utilitarisme, c'est précisément sa conception du bonheur comme maximum, comme maximum de bonheur, minimum de souffrance. Donc c'est une loi de l'optimum minimum, si vous voulez. Maximiser le plaisir pour minimiser la souffrance. Pourquoi ça pose problème? Alors, est-ce que j'ai le temps de vous en parler? Imaginons trois mondes différents. Imaginons trois mondes différents auxquels on va se référer en quantifiant le bonheur par des points. Okay, de la même manière qu'il y a... Je crois que d'ailleurs, il y a un indicateur de l'ONU qui permet en fait de... il y a des indicateurs de développement, mais il y a aussi l'indicateur du bien-être. Ok. Ça, c'est une idée typiquement anglo-saxonne, typiquement utilitariste. Bon. Comptons les points du bonheur de trois mondes différents, de trois sociétés différentes. Dans un monde, il y a 100 points de bonheur. Et on va dire qu'il y a, pour se simplifier la vie, il y a 100 individus. Et chaque individu va recevoir un point. On est chez les cocos. Imaginons maintenant qu'on est dans un monde avec 80 points de bonheur. Et là, il va y avoir toujours 100 individus. Là, il va y avoir 70 individus qui se répartissent euh, 75 points de bonheur. Et 30 individus qui se répartissent du coup 5 points de bonheur. Et maintenant, imaginons un monde avec 120 points de bonheur individus. Il y en a deux qui se répartissent 20 points de bonheur. Et les 98 autres qui se répartissent les 80 points restants.
Et la question que je vous pose, c'est d'après Mill, quel serait le monde le plus moral? Il est 11h10. La réponse, c'est que il n'y a pas de réponse. On ne peut pas le déterminer à partir de ce que dit Mill. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois.